96.5. La 96.5 c'est la fréquence. Oui, la radio. Hey, mon ami Wanoumi, nom de ton fraternité. C'est fraternité, c'est trop cool l'écoute. C'est fraternité, et tout le monde est branché. Tape-moi ça, bon, tape-moi ça, bon. Oh, radio. Il n'a rien de plus radio parce qu'on est fraternité. Elle est à vous, consomme-la, sans modération. Hey, fraternité, FM, fraternité, FM, fraternité, FM, fraternité, FM, fraternité. Mon ami Wanoumi, nom de ton fraternité. C'est fraternité, c'est trop cool l'écoute. C'est fraternité, et tout le monde est branché. Elle est à vous, consomme-la, sans modération. Hey, fraternité, FM. Fraternité FM. Il est 19h. La Générale. Fraternité FM. La Générale. La Générale. La Générale. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition vespérale. C'est la Générale de l'information que j'ai le plaisir, l'immense plaisir de vous présenter ensemble avec Karine Diegui. Karine, bonsoir. Bonsoir Laurie Chabalo. Alors, quelles sont les grandes articulations de cette édition? Drame au sein des forces armées béninoises, 3 soldats tués par une mine dans le parc de la Pendiaré. La tragédie a eu lieu ce lundi 9 décembre à Matéré. Les détails sont à suivre. Pendant ce temps, le monde entier célèbre ce lundi 9 décembre la journée internationale de la lutte contre la corruption. Instituée par les Nations Unies, cette journée est l'occasion de sensibiliser le monde à ce problème et pour faire connaître le rôle de la Convention en matière de lutte et de prévention. Où en est-on par rapport à la lutte au Bénin? Jacques Degbé sera dans ce studio pour nous en dire plus. Et puis en Tunisie, le nombre de féminicides est en hausse avec un nouveau bilan. Selon le rapport du ministère de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, 25 féminicides ont été enregistrés jusqu'en novembre 2024. Vous suivrez, mesdames, messieurs, bien d'autres informations, les nouvelles à l'échelle continentale. Après, bien entendu, celles sportives. Et dans les 5 dernières minutes, vous aurez droit à la revue de presse nationale. C'est la charpente de l'édition. Nous sommes lundi 9 décembre de l'an 2024. Bienvenue à tous. Voici pour vous le journal. La Générale. Christian Ravossetti assure la mise en onde de ce 19h. Une édition que nous ouvrons par une triste nouvelle pour les forces armées béninoises. 3 militaires ont perdu la vie ce lundi 9 décembre 2024 dans une tragédie survenue lors d'une patrouille dans le parc de la Pendiari à Matéré. Selon des sources concordantes contactées par la rédaction de Fraternité FM, le drame s'est produit lorsque leur véhicule a heurté une mine. 2 soldats sont morts sur le coup, tandis qu'un 3e a succombé à ses blessures à l'hôpital. Les 4 autres militaires blessés dans l'incident sont actuellement pris en charge dans un établissement de santé. Ce tragique événement rappelle les risques auxquels les forces armées sont confrontées dans la lutte contre l'insécurité
dans la région. Pendant ce temps, pratiquement une semaine après l'adoption de la loi de finances exercice 2025 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, les débats au sein de l'opinion publique restent fortement marqués par des réactions. Pendant que certains dénoncent un budget surréaliste contraire aux aspirations du peuple, d'autres par contre saluent les prévisions budgétaires de l'année 2025. C'est le cas du député Robert Bihan qui salue un budget ambitieux prenant en compte les aspects sociaux et de développement économique. Ce budget, selon lui, vise plusieurs objectifs dont entre autres l'atteinte des ambitions du gouvernement à travers son programme d'action. C'est d'ailleurs ce qui justifie le vote massif des députés de la mouvance selon Robert Bihan qu'on écoute. Personnellement, j'ai voté pour cette loi de finances qui présente le budget de l'État 2025 parce qu'il s'agit d'un budget de développement. Les avantages dans le budget de l'État exercice 2025 sont nombreux. Par exemple, on retient que malgré les aléas climatiques et des chocs exogènes qui sont ressentis par tous les pays quand ils se manifestent comme les effets de la guerre en Ukraine, les changements climatiques qui affectent au quotidien les pays, le taux de croissance envisagé est de 6,8% en 2025 contre 6,7% anticipé pour 2024. Parlant davantage, on constate une hausse de près de 47 milliards de francs CFA d'allocation aux activités d'investissement, ce qui traduit également la volonté du gouvernement d'orienter davantage les fruits de la croissance économique vers le bien-être des populations, notamment en faveur des couches les plus fragiles ou démunies. Le budget de l'État exercice 2025 consacre 41,5% des dépenses aux secteurs sociaux, une orientation qui vise à réduire la pauvreté et à ramener son taux à 33,8% d'ici fin 2025. Ce budget prend aussi en compte la concrétisation des promesses faites aux aspirants au métier d'enseignant selon l'honorable Robert Bihan. On écoute le député qui salue ces mesures sociales. Les dépenses à sensibilité sociale cumulent à elles seules 1101 milliards de francs CFA en 2025, qui correspond à 41% du budget national. Il faut vraiment saluer les efforts du gouvernement du président Patrice Talon, qui a réalisé toutes les promesses avec effet immédiat fait aux aspirants au métier de l'enseignement le 18 mars 2024. Et le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani, lors de son récent passage devant la commission budgétaire du Parlement, il a confirmé que la promesse de reversement dans la fonction publique prendra effet à compter de 2025. Sans aucun doute, ce reversement fera l'objet d'une programmation afin que les mesures qui l'accompagneront arrangent chaque AME de façon pérenne. Pendant ce temps, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance fait le bilan des 8 années de gestion dans le sous-secteur de l'accès au microcrédit. Une gestion chaotique et politisée marquée par des détournements et des conditions de distribution inaccessibles et non équitables. Ainsi se présentait le microcrédit au Bénin avant 2016. Le secteur de la microfinance est désormais en plein essor et de belles performances ont été réalisées grâce aux réformes engagées. Ces réformes à mettre à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon ont permis d'assainir le secteur et d'assurer que les bénéficiaires des microcrédits soient véritablement les destinataires. Les réformes engagées ont aussi permis la digitalisation des services garantissant une plus grande transparence dans la transaction financière. Une avancée que salue Véronique Toyin-Fodé Mewanou, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, que je vous invite à suivre. Avant 2016, le microcrédit se distribuait main à main aux parents, parfois aux amis. Ce que je veux dire par là, c'est sans grande traçabilité, avec aussi des intermédiaires qui prélevaient des commissions. Les femmes se tracassaient beaucoup avec les pièces, les dossiers à fournir. Par exemple, pour emprunter un crédit de 50 000 francs CFA, il y avait beaucoup de faux frais. Il y avait déjà une carte de 5 000 francs achetée en dehors des intérêts qui étaient plus grands. Donc, le résultat de tout ça, c'est un fort taux d'impayés
et des ressources qui étaient totalement effondrées avec des milliards de dettes pour les SFD. La digitalisation a apporté de la transparence. Le fait de passer par le téléphone a permis d'éviter ou de limiter les contacts intermédiaires, d'éviter les doublons, de rembourser également directement par le téléphone puisque tout se passe par le téléphone et ce sont ces remboursements-là qui sont suivis de près scrupuleusement par le FNM. À partir de 2018, le gouvernement a revu le processus pour alléger les conditions d'accès au crédit. Le programme microcrédit à l'AFIA a bénéficié de plus de 650 000 personnes, dont 84% de femmes, selon la ministre Véronique Toyin-Fodé-Mewanou qu'on écoute. Les conditions ont été améliorées. Le montant des prêts est passé de 30 000 à 50 000, puis à 100 000 francs CFA. Le taux d'intérêt également a été réduit à 4%. Tous les faux frais ont été supprimés. Donc les frais de dossier qui sont les seuls qui restent sont passés de 1 000 francs à 400 francs CFA. Et désormais, on n'a pas besoin d'une autre pièce que le RAVIP ou le CIP pour pouvoir octroyer un microcrédit. Le coût même du CIP a été également revu, rendu totalement accessible par l'État. Aujourd'hui, on peut dire que le taux de remboursement qui est suivi de façon presque hebdomadaire par le FNM nous donne des chiffres très rassurants avec des taux de 95% de remboursement. La générale. L'édition se poursuit, on parle avec vous, Jacques Degbé, de cette actualité. Effectivement, le 9 décembre 2024, la communauté internationale célèbre ce lundi la journée de lutte contre la corruption, une journée décrétée depuis 2003 par les Nations Unies afin d'attirer l'attention du public sur la problématique. Justement, où en est-on dans la lutte contre ce fléau aujourd'hui, notamment au Bénin? Je vous reçois pour en parler, Jacques Degbé. Bonsoir. Bonsoir, Léry Chabalo. Alors, que doit-on retenir? Il faut déjà dire que la corruption constitue un obstacle majeur au développement économique et social des nations. Elle représente une menace pour la stabilité et la sécurité des sociétés, porte atteinte aux institutions, aux valeurs éthiques et à la justice et met en péril le développement durable et l'état de droit. Alors, en ce qui concerne la lutte contre la corruption au Bénin, le classement 2023 de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption hisse le Bénin à la 70e place sur 180 pays dans le monde. Ces 2 places de gagner comparé au classement 2022 et 6 par rapport à celui de 2021. Avec cette 10e place, le Bénin se positionne largement devant ses voisins, le Togo 126e et le Nigeria 145e au plan mondial. C'est dit donc que le Bénin a réalisé des progrès dans la lutte contre ce fléau destructeur, même si bien sûr beaucoup de défis restent encore à relever, et c'est d'ailleurs ce que reconnaît ici le haut commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan. Cette année, le monde célèbre le 21e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui témoigne de la détermination de la communauté mondiale à combattre la corruption sous toutes ses formes et partout. Depuis l'adoption de cet instrument, le monde a réalisé des progrès considérables. Notre pays aussi. Mais des défis demeurent. Les journées nationales et internationales contre la corruption doivent être l'occasion pour nous de réfléchir et de nous recentrer sur une nouvelle stratégie de prévention. C'est notre engagement en vue de contribuer aux côtés des pouvoirs publics à donner à chaque Béninoise et à chaque Béninois un devenir meilleur. Ensemble, cultivons l'intégrité. Jacques Degbé, dites-nous, comment peut-on expliquer que malgré ces progrès, on enregistre encore plusieurs dossiers de corruption au Bénin? Oui, vous faites là certainement allusion aux gros scandales de corruption tels que le scandale à l'ANAT, à la douane, à la Direction Générale des Impôts, à l'Office de Radio, Diffusion et Télévision du Bénin ORTB, au FNDA, le Fonds National de Développement Agricole, à l'OPSU. Et la liste n'est pas exhaustive. Le Bénin a enregistré beaucoup de dossiers de corruption ces dernières années, mais cela peut s'expliquer dans 2 sens. D'abord, ces différents scandales peuvent être le fruit de la lutte engagée depuis
depuis plusieurs années par le régime de la rupture. Une lutte sans merci marquée par plusieurs arrestations et des procès qui ont conduit même des soutiens du régime en prison. Le second aspect est que cela vient peut-être révéler l'ampleur de ce fléau dans l'administration publique béninoise et qu'on est encore très loin de l'éradiquer. D'ailleurs, bien que 10e au classement de Transparency International, le pays, dans ce rapport renseigne que le Bénin a obtenu un score de 43 points sur 100 en 2023 comme en 2022. Il n'y a donc pas eu d'amélioration. Pour autant, le Bénin demeure éloigné de la moyenne qui est de 50 points. D'ailleurs, au sein de la population, la lutte contre la corruption est diversement appréciée. Écoutez quelques-uns rencontrés ici par la rédaction de Fraternité FM. Je pense que la corruption a changé dans les administrations. Parce qu'on entend dans les réseaux sociaux que tel a été arrêté, a été déshabillé parce qu'il a fait quelque chose. On a constaté que depuis que le président Talon est au pouvoir, il a serré beaucoup de choses dans les administrations. Donc ce qui fait que les gens ont peur de faire la corruption. Et quand quelqu'un fait une petite erreur, il est arrêté. Dans le passé, par exemple, si on lance les concours, même si quand tu as travaillé, tu n'es pas souvent admis. Et quand tu n'as pas les moyens, quand tu n'as pas des relations, on ne te choisit pas. Donc ça se passait très fréquemment dans le passé. C'est resté toujours le même. Je ne dis pas que ça a changé. Mais c'est le fait d'avoir intégré le digital dans les administrations, raison pour laquelle on voit un changement. Les gens ne se manifestent plus dans les administrations. Ils préfèrent faire ça directement via leur téléphone. Donc je dirais que la corruption est toujours restée le même. Et pour lutter efficacement contre la corruption aujourd'hui, Jacques Mégan appelle à miser sur l'éducation à la base. Jacques Degbé. Oui, pour le commissaire à la prévention de la corruption, l'éducation doit intervenir dans le plus jeune âge, le cycle de la maternelle, et se poursuivre durant tout le parcours scolaire de l'enfance. Ce n'est que, comme cela pense-t-il, que nous parviendrons à bâtir une société intègre, une société juste et plus équitable. Jacques Mégan. La place de l'éducation comme vecteur de changement dans une société n'est plus à démontrer. Elle est donc fondamentale pour prévenir la corruption. Elle doit commencer au niveau des enseignements maternels et primaires et se poursuivre durant tout le cursus secondaire et universitaire. L'objectif poursuivi étant d'accompagner et de conduire les enfants et les jeunes à développer et à cultiver l'intégrité. Il est à noter que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a également choisi comme thème central de travail cette année, je cite, « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Fin de citation. Ceci nous conforte dans le choix de notre thématique. Voilà à l'instant Jacques Mégan au commissaire à la prévention de la corruption de Mathieu Kérékou à Patrice Talon, passant par Nicéphore Sogleu et Boniaï. Les présidents béninois ont toujours fait de la lutte contre la corruption le cheval de bataille, mais tous ne sont jamais véritablement arrivés à combattre ce fléau. La faute parfois des obstacles internes, sociologiques et des cadres ainsi que des citoyens qui refusent de se séparer d'anciennes habitudes. Quelques progrès, d'accord, mais le bout du tunnel semble encore loin, peut-être même très loin. Merci Jacques Degbé. Avec vous, on s'est intéressé à l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Bénin. C'est bien entendu à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, édition 2024. On va poursuivre et cette fois on parle santé. Karine Diegui, les autorités sanitaires du pays lancent une nouvelle croisade contre la rougeole. Effectivement, l'objectif est de renforcer l'immunité et protéger les enfants contre la rougeole et la rubéole. La cible est principalement les enfants de 5 mois à 14 ans. Outre la vaccination, cette campagne inclut également des actions de supplémentation en vitamine A, de déparasitage et de grand rattrapage vaccinal. Sur place ici à Parakou, les centres de santé publique servent de cadre pour cette campagne. Au centre de santé de Pébié, par exemple, dans le premier arrondissement de la ville de Parakou, la campagne a été effective, comme le confirme ici Dr Hakim Gouda, médecin coordinateur de la zone sanitaire Parakou-Ndali.
Comme vous l'avez sans doute constaté, on est au centre de santé de Pébié ici et les équipes sont lancées déjà et la campagne a effectivement démarré. Il y a un poste donc de vaccination là dans le centre de santé et donc les mamans sont en train donc d'être vaccinées conformément donc aux directives qui nous sont données. Donc je confirme effectivement que la campagne nationale de vaccination donc contre la rougeole, intégrée également donc à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage, a effectivement démarré dans la commune de Parakou. Les tranches qui sont concernées, c'est à partir donc de 6 mois. Donc de 6 mois jusqu'à 59 mois sont concernés par l'administration de la supplémentation en vitamine A. Et à partir donc de 9 mois, les enfants sont éligibles à recevoir le vaccin de supplémentation contre la rougeole. Et à partir également de 12 mois, les enfants sont éligibles pour recevoir donc des comprimés pour les déparasiter. Des points de vaccination sont aussi installés dans plusieurs quartiers afin d'atteindre plus facilement la cible, selon Dr Hakim Gouda. Le médecin coordinateur de la zone sanitaire Parakou Ndali a profité de l'occasion pour lancer cet appel aux parents des enfants concernés. Mais avant, il parle de la stratégie mise en place. Nous avons associé 2 stratégies. Il y a la stratégie fixe. Dans tous les centres de santé publics de la commune de Parakou, il y a des postes fixes qui sont là pour recevoir toutes les mamans qui veulent bien amener leur enfant au centre de santé. Associé à cette stratégie-là, il y a des équipes qui sont dépêchées dans pratiquement tous les quartiers et villes donc de Parakou et les sites de vaccination peuvent être renseignés au niveau du chef quartier. Pour la plupart, c'est d'ailleurs même dans les domiciles ou bien dans les places publiques que le chef quartier même a identifié. Ces équipes sont positionnées là et avec le concours de ce que nous appelons les mobilisateurs sociaux, c'est pour la plupart des relais. Les messages sont donc portés au sein donc des ménages pour les orienter et pour leur donner l'orientation donc des sites de vaccination où les agents sont postés. Le message d'exhortation à ce que la vaccination demeure toujours un peu le premier moyen donc de prévention contre les maladies meurtrières pour les enfants. Et je crois que les mamans également sont suffisamment informées des avantages de la vaccination contre la rougeole. Voilà pourquoi il est important que les mamans sortent massivement leurs enfants. Une note de justice dans cette édition, le général autoproclamé Biawayo Dele Faletti, fixé sur son sort, la criette, l'a condamné à 10 ans de prison ferme ce lundi. Effectivement, le général Faletti et son complice Alfred Agani sont désormais fixés sur le sort principaux auteurs des violences post-électorales survenues à Savet entre décembre 2019 et janvier 2020. Ils ont été reconnus coupables d'atteinte à l'intégrité du territoire national à l'issue d'une audience qui s'est ouverte ce lundi 9 décembre à la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme criette en abrégé. Les 2 prévenus ont été condamnés respectivement à 10 ans de prison et 5 ans 8 mois ferme et à une amende de 2 millions de francs CFA. Rappelons que le général Faletti a été arrêté le jeudi 23 janvier 2020 à Parakou après plusieurs jours de cabale. Et pendant ce temps, ouvert ce lundi 9 décembre 2024, le procès de Steve Amoussou est actuellement suspendu. En effet, la défense a déposé un recours en inconstitutionnalité. Le président de la Cour a suspendu l'audience après avoir reçu le recours des mains des avocats. Affaire à suivre donc, restez connectés sur Fraternité pour être informés. On va faire place à présent aux nouvelles sportives. On parle sport avec vous, Epiphane Chabé, bonsoir. Bonsoir, Louis. Ballon d'or africain, Hakimi dévance Lookman selon plusieurs sondages. Achraf Hakimi, c'est juste à une semaine de la remise du titre de joueur de l'année et aussi appelé Ballon d'or africain le 16 décembre à Marrakech. Achraf Hakimi a été plébiscité devant Ademola Lookman pour un autre prix. Il s'agit bien sûr du prix du prix Lion d'Or, un prix qui est attribué donc à l'issue d'un vote regroupant 41 organes de presse du monde entier récompensant le meilleur footballeur africain ou évoluant sur le continent. Le Lion de l'Atlas devient ainsi le 2e Marocain à être sacré après son compatriote Yassine Bounou en 2023 à la suite de la Coupe du Monde au Qatar. Le défenseur a brillé cette saison en remportant la Ligue 1 et la Coupe de France avec le PSG, atteignant les demi-finales de la Ligue des Champions avec le Maroc. Il s'est
arrêtés en 8e de finale de la Coupe des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc d'un trophée qui vient prouver donc à la face du monde que Achraf Hakimi pourrait à un certain moment donc remporter le ballon d'or devant Ademola Lookman. Pendant ce temps, Pogba est probablement de retour. Oui, Paul Pogba donc qui a été suspendu par la commission internationale voilà, j'y arrive, donc antidopage. L'ancienne star de Man U a suggéré que Paul Pogba pourrait donc se voir offrir l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe des Red Devils avant son retour en mars 2025. Il s'agit donc d'une opportunité en or qui a été offerte donc à l'ancien joueur de la Juventus de Turin qui a résilié d'ailleurs son contrat en novembre. La suspension de Pogba qui devrait initialement durer jusqu'à 4 ans a été raccourcie, lui permettant de reprendre ainsi le football professionnel dans un peu plus d'un an. L'international français, pour rappel, a été contrôlé positif à un taux élevé de testostérone lors d'un test de dopage en 2023, ce qui a conduit à sa suspension et à la résiliation de son contrat par la Juventus de Turin. Merci Epiphane Chabi, c'était l'actualité sportive. Après vous, les nouvelles du continent. Page Afrique avec vous, Karine Diegui. On va démarrer par les élections au Ghana. Célébration massive pour la victoire de Mahama. Les rues d'Accra ont été envahies par des supporters en liesse du Congrès national démocratique. Ce dimanche, ils célèbrent la victoire de John Mahama à l'élection présidentielle au Ghana. La victoire de Mahama est vue comme un espoir de changement dans un contexte économique difficile. Les défis sont nombreux pour le nouveau président qui devra répondre aux attentes des électeurs et travailleurs à la relance économique du pays. Tunisie. Pour terminer, 25 féminicides depuis le début de l'année. Un bilan en hausse. C'est avec le triste bilan de l'augmentation des féminicides que se clôt mardi 10 décembre la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Cette mobilisation mondiale organisée par ONU Femmes du 25 novembre au 10 décembre a pour but de sensibiliser à la lutte contre les violences faites aux femmes. Selon une étude, le féminicide arrive majoritairement suite à des violences conjugales et touche des femmes issues de couples relativement jeunes entre 30 et 40 ans. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci Karine. On va faire place à présent à la revue de presse nationale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Les cartes d'égalité de chance aux personnes handicapées du Bénin ont été présentées ce vendredi 6 décembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion de la célébration de la 29e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. La Nouvelle Tribune, La Nation, La Cloche, l'autre quotidien, Le Chasseur Info, Le Matin et bien d'autres journaux en parlent précisent que cette carte en question est une pièce administrative qui permet à la personne handicapée de bénéficier des mesures préférentielles d'inclusion offertes par le gouvernement, telles que les exonérations pour l'achat du matériel de mobilité et autres véhicules motorisés adaptés aux personnes handicapées, la possibilité d'être sélectionné au titre des 5% lors des concours de recrutement dans l'administration publique et bien d'autres avantages. Ces cartes, selon la Nouvelle Tribune, seront distribuées sur toute l'étendue du territoire national par les chefs des guichets uniques de protection sociale. Et pour l'obtenir, l'autre quotidien fait savoir que la personne handicapée doit adresser une demande au guichet unique en présentant une demande adressée à la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, une fiche d'identification à retirer au centre de promotion sociale, une photo complète et bien d'autres dossiers à consulter à la une du quotidien Le Matin. Parlons politique à présent dans cette revue avec la Nouvelle Tribune, Le Potentiel et bien d'autres journaux qui précisent que le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a lancé des discussions avec les partis politiques de la mouvance, comme celle de l'opposition et des organisations de la société civile au Bénin, en vue de réaliser un audit de la liste électorale. Et à travers un communiqué repris par Le Potentiel, le cadre a indiqué que la majorité des entités ont été consultées, à l'exception de quelques partis politiques qui n'ont pas encore répondu à sa demande d'audience. Le cadre saisit l'occasion, selon la Nouvelle Tribune, pour exprimer sa reconnaissance envers le chef de l'État Patrice Talon pour son soutien à cette initiative et par ailleurs
le cadre a annoncé qu'une réunion avec toutes les entités consultées est en préparation. Ceci pour convenir d'un accord sur le calendrier et la méthodologie à adopter, conclut les publications. Parlons à présent du budget de l'État exercice 2025 adopté à l'Assemblée nationale par les députés ce jeudi. Selon Matin Libre, à travers ce budget, l'opposition parlementaire a retrouvé sa constance à l'Assemblée nationale. En décembre 2023, rappelle le journal, première année de l'exercice de l'opposition parlementaire après le Parlement monocolore de 2019-2024, le budget de l'État exercice 2024 a été voté par 82 voix pour, 27 contre. Il s'en est suivi une polémique accusant le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Léon Basile Akhossi, de n'avoir pas respecté les consignes du groupe parlementaire Les Démocrates auquel il appartient. Et pour se défendre, Basile Akhossi a laissé entendre qu'à partir du moment où son propre groupe parlementaire a voté le rapport général relatif au débat budgétaire, il n'y avait aucune logique de ne pas voter le budget, étant donné que le rapport général s'en est fait déjà le budget. Mais dans l'opinion, il était évident que le député n'a pas respecté une consigne du groupe selon le journal, et cela suppitait sur les réelles motivations de Léon Basile Akhossi, rien ne se faisant au hasard en politique. Et cette année, en ce qui concerne le budget exercice 2025, Basile Akhossi a voté contre comme l'ont fait tous les députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Vraisemblablement, les motifs qui ont motivé son choix de 2023 ont changé et le groupe est resté constant et homogène contre le vote du budget, exprimant ainsi son désaccord quant à la manière dont la politique générale de l'État est conduite depuis 2016, fait remarquer le journal. Et sur le même sujet, plusieurs publications font savoir que l'honorable Robert Gbia a justifié les motivations de la mouvance qui a décidé de voter pour ce budget de l'État exercice 2025 avant de porter des griefs contre l'opposition. Dans sa déclaration reprise par plusieurs publications, l'honorable Robert Gbia a fait savoir que le social n'est pas synonyme de distribution des billets de banque, mais plutôt le soutien aux efforts des populations. Le député Robert Gbia se désole de la décision des députés de l'opposition qui n'ont proposé que le rejet de toute initiative parlementaire allant dans l'intérêt supérieur des populations béninoises depuis le début de la législature en cours. Or, selon lui, au regard des projets présentés à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, ce projet de budget exercice 2025 devrait amener les députés du Parti Les Démocrates à changer de position, font savoir les publications qui ont repris les propos de l'honorable Robert Gbia. Et dans les dernières secondes, c'est le commissaire principal de police Léopold Deglé Kadja qui a été distingué lors de la 8e édition du Grand Prix général Mathieu Kérékou ce samedi 7 octobre 2024 au Palais des Congrès à Cotonou. Cette reconnaissance vient saluer ses efforts significatifs dans le domaine de la sécurité et du développement, notamment dans la ville de Paraguay. En recevant le prestigieux trophée, le récipiendaire a exprimé sa gratitude. Le lauréat a dédié ce trophée au directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya. Dans son intervention, il a pris un engagement clair, celui de continuer à travailler inlassablement pour de meilleurs résultats en matière de sécurité des personnes et des biens à Parakou, fait savoir Fraternité FM.bg. La nomination de Léopold Deglé Kadja comme lauréat du Grand Prix général Mathieu Kérékou 2024 selon la publication illustre l'importance de la sécurité dans le développement durable et ce prix met en lumière ses efforts et son rôle clé dans la prospérité des activités locales, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se reprend demain, même fréquence, même équipe et même plaisir. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.